Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs de 21h à minuit sur metatv.org. C'est la saison 2 et ce soir on est avec Adrien Abosi. Salut Adrien. Bonsoir. Donc bonsoir à tous ceux que sur le chat, tous connectés là, je vous vois, vous êtes tous un peu au taquet, Valmy, Augu, Cybernétique, Mister Quenel, Liberty, Renzer, Ephiros, Saint-Rémy, voilà, c'est fini au consomme. Ah oui, Saint-Rémy. Voilà, il y a aussi notre ami Eleftheros, lui il est pas content parce que il est plutôt pro Hitler, alors ça le dérange un peu. Hein. Mais incompatible avec la France. Hein. Incompatible avec la France, alors... Et le christianisme. Oula. Et justement, on va revenir pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc il y a eu un premier round, tu étais venu ici. Il y a eu beaucoup de, on va dire, de conséquences, il y a eu une espèce de remue-ménage sur Internet, un peu... C'est normal, on a mis, si tu me passes l'expression, on a mis une balayette intellectuelle à la Doxa, et puis un petit peu à la 5ème République aussi, quand même, puisqu'on a tapé un peu sur ses mythes fondateurs. Et ça n'a pas plu à tout le monde, alors il y a eu pas mal de réactions, il y a eu, comme je l'avais expliqué dans une émission, des gens qui m'ont écrit, qui représentent un espèce d'obscure association de gaullisme, mais visiblement des gens, je sais pas quoi, qui étaient avec le général de Gaulle. Ces gens-là se sont, exprimés ensuite, ils ont fait un article, alors... ils sont... Exprimé, tu es gentil, hein. Parce que j'ai la réponse avec une syntaxe digne d'un élève de 5e. Hein. Mais on va en reparler. Hein. On va en reparler justement parce que il y a eu cette réponse, donc réponse donnée en plus que j'avais trouvé pour le moins incorrect au début, c'est qu'ils aient incriminé MetaTV en nous traitant de pétinistes, de choses comme ça. Je dis, complètement débile. Bon, voilà, donc je dis, écoutez, moi je vous propose un débat avec Adrien. Au départ, en plus, toi tu as accepté le débat, tu m'as dit il n'y a aucun problème, moi j'accepte. Moi c'est mon rêve de débattre loyalement avec un gaulliste. Hein. Ouais. Ah, c'est mon rêve. Hein. Ça risque de se réaliser en plus. J'attends la petite réponse, mais ça risque de se réaliser. En tout cas... Quelqu'un a tiré la courte paille. Voilà, quelqu'un va tirer. Qui c'est qui va venir contre Adrien? Il y a donc ces personnes qui nous ont contactés, puis qui sont rétractées, puis qui nous ont accusés d'être... pro Pétain, etc. Alors que quand bien même... c'est choquant ça. Je suis allé jusqu'à leur proposer, il faut bien le dire, hein, parce que ils m'ont quand même donné un argument que j'avais trouvé incroyable. Ils m'avaient dit, oui mais Adrien... il va venir avantager dans le débat parce qu'il a eu déjà 3 heures. Et moi je dis, mais vous avez eu 80 ans. Donc... Ouais, 70. Ouais, ils ont 70 ans. Ouais. Voilà, 70 ans d'avance. Matraquage de l'éducation nationale, des médias, bref. Voilà, donc, et j'étais même prêt à être beau joueur. J'aurais dit, si vous voulez, je vous offre aussi 3 heures avant le débat, vous venez parler du général de Gaulle. Mais moi je leur offre 15 heures. Parce que les choses sont très simples. Écoutez, il faut être un petit peu logique. Nous sommes quand même dans le pays de Descartes. Descartes qui n'a pas apporté que des bonnes choses, mais enfin quand même, la France est aussi le pays de la raison. La question n'est pas de savoir si je suis un mec gentil ou méchant. La question n'est pas de savoir si j'ai telle étiquette politique ou telle étiquette politique. J'avance des faits. La question est de savoir si ces faits sont vrais ou faux. Point. C'est tout. Voilà, c'est le message et pas le messager, quoi. Bien entendu. Donc, dans cette première émission que nous avons faite, j'ai démontré des choses sur De Gaulle et d'autres sur Pétain. Qu'est-ce que j'ai démontré sur Pétain ? 1. Qu'il avait soutenu des mouvements de résistance intérieure. 2. Qu'il avait une diplomatie de combat contre l'Axe. 3. Qu'avec Végan et Darlan, il avait relancé l'armée française contre les forces de l'Axe. Et j'ai cité des faits. Donc, moi, ce que j'attends d'éventuels contradicteurs, c'est qu'ils me disent, ces faits sont faux. Or, toutes les critiques que j'ai eues n'ont jamais consisté à dire, à tel endroit il s'est trompé, à tel endroit il s'est trompé, à tel endroit il s'est trompé. Ça a été des attaques ad hominem, ou alors on m'a attaqué sur des sujets que je n'avais pas traités. Ce qui est complètement débile. Bon. Que d'ailleurs j'avais traité dans d'autres vidéos, et si les gens s'étaient un petit peu renseignés avant de parler, ils auraient pu les voir. Alors, ce qui est très bien aussi dans la... Je précise une chose, c'est que nos amis gaullistes qui au début nous ont répondu, et je suis certain qu'ils nous regardent ce soir... Je le pense aussi. Au début, voulaient porter plainte contre MetaTV. Alors, messieurs, sachez que pour porter plainte, il faut qu'une infraction pénale ait été commise. Ce qui n'a pas été le cas, bien entendu, dans l'émission. En revanche, la réponse qu'ils ont faite, à beaucoup d'égards, est diffamatoire. Et donc, nous pouvons nous réserver le droit de porter plainte contre les auteurs et contre la personne morale
contre la personne morale qui a cautionné cette réponse. Écrite encore une fois avec une syntaxe qui est désarmante de nullité, quoi. Bon, bref. Alors juste 2 petits points pour parler de la réponse de mes contradicteurs. Il y a des sujets de fond qui ont été soulevés, qu'on va traiter. Le STO, la question juive. Oui, parce que ça, c'était un des reproches de tes contradicteurs dans cette émission. On me disait, oui, mais il a abordé que des points positifs, il n'a montré aucun point négatif. Mais qui a dit que c'était des points négatifs? Moi, je vais démontrer que, contrairement à ce qu'on dit, le régime de Vichy a limité la casse sur la question juive et sur le STO. Et j'ai des références béton, bien entendu, pour vous l'avancer. 2 petits points factuels, simplement. Mes contradicteurs m'ont notamment dit que la plus grande organisation de résistance française, dont on ne parle jamais, l'ORA, l'Organisation de la Résistance Armée, n'était pas maréchaliste. Messieurs, avant de plaider un dossier, il faut bien le connaître. S'ils avaient écouté attentivement l'émission, ils auraient entendu que j'ai cité le général Picandard, qui évoquait que lorsqu'il réarmait clandestinement la France et lorsqu'il camouflait du matériel, il en référait à Pétain, et que Pétain lui disait de continuer car l'armée française ne serait jamais assez forte. Ils auraient entendu également le témoignage du général Ruby, qui leur disait, à l'automne 1943, « Messieurs, lorsque les Américains arriveront, il faudra les aider militairement. » S'ils s'étaient un petit peu renseignés sur l'ORA et sur Pétain, ils auraient su ceci. Le général Oettinger meurt fin 1941 d'un accident d'avion. Il était ministre de la guerre. À ce moment-là, il n'y avait plus de ministre de la guerre, et Darlan, qui était le président du Conseil, a assumé ses fonctions. Seulement, ça lui fait beaucoup de travail, donc il cherche une personne à qui confie le ministère de la guerre. À qui le demande-t-il? Au général Oberfrère, premier chef de l'organisation de la résistance armée. Sachant que l'ORA est devenue, entre guillemets, officielle après que Hitler ait dissous l'armée d'armistice après l'invasion de la zone libre, mais l'armée française a commencé ses actes de résistance dès le lendemain de l'armistice. Le général Colson et le général Weygand ont commencé à cacher du matériel aux Allemands, ont donné leurs premières instructions, en off bien entendu, de dissimulation de matériel dès le lendemain de l'armistice. Il faut le savoir ça aussi. Bon. Donc en tout cas, le général Oberfrère, Darlan lui a proposé de devenir ministre de la guerre, et qui a mis le veto à cela? Les Allemands. Ensuite, si mes contradicteurs s'étaient un petit peu mieux renseignés, il serait que le 3e chef de l'organisation de la résistance armée, parce que contrairement à beaucoup de résistants oratoires, les 2 premiers chefs de l'organisation de la résistance armée sont morts dans des camps de concentration. C'est des collabos qui s'amusent à mourir dans des camps de concentration. Le général Oberfrère, mort au camp de concentration de Struthof, et le général Verneau, mort dans le camp de concentration de Braunwald. Donc, disais-je, qui a été le 3e chef de l'organisation de la résistance armée? C'était le général Revers. Et quelles étaient les fonctions du général Revers juste avant? Il était chef de cabinet de Darlan et chef d'état-major de Darlan. Donc au bout d'un moment, il faut être sérieux 2 minutes. Et il faut aller au fait. Ensuite, toujours sur les questions factuelles. Mon contradicteur me dit, et alors là c'est succulent, nous passerons le propos tenu allant jusqu'à déclarer, déjà c'est pas français, mais bon c'est pas grave, nous passerons le propos tenu allant jusqu'à déclarer que De Gaulle avait négocié pour obtenir la nationalité anglaise. Vous voyez donc le sérieux de tout cela. D'où vient cette information? Elle vient de ce monsieur, Henri de Kérélis. Qui était Henri de Kérélis? Qui se passe-t-il? Il faut le descendre. Bon, attends, il faut que je descende ton micro. Descendons. Voilà. Ok. Donc, qui était Henri de Kérélis? Il faut savoir que Henri de Kérélis était un député de droite dans les années 30. C'est un député indépendant, il n'appartenait à aucun parti politique. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a été constant dans son engagement contre l'Allemagne, parce qu'il sentait que le danger venait de là-bas. Dans les années 30, il y a beaucoup de gens qui me disaient que le danger principal était l'URSS. C'était pas des anges, attention. Mais il est vrai que le danger principal pour la France était l'Allemagne. Hitler, dans Mein Kampf, parle très très peu de la France, mais toutes les phrases qu'il glisse contre la France sont assassines. Et en gros, le message, c'est il faut la détruire. Et d'ailleurs, paraît-il, à l'époque, Hitler a refusé que Mein Kampf soit traduit en français. Il ne voulait pas qu'il soit traduit en français. On devine pourquoi. Bref. Donc Henri de Kérélis a écrit toute une série de livres dans les années 30 pour dénoncer le danger allemand.
Et Henri de Kérillis s'est distingué parce qu'il a refusé de voter pour les fameux accords de Munich, en vertu desquels la France laissait les Sudètes à l'Allemagne. Et à part le Parti communiste de l'époque, qui avait voté contre, parce que Moscou leur avait demandé, les mousquetaires, n'est-ce pas, Henri de Kérillis est le seul député qui a voté contre les accords de Munich. Il s'est dit, c'était en 1938, il s'est dit c'est maintenant qu'il faut attaquer l'Allemagne, parce que si on, pour l'instant il y a des tensions dans son armée, elle n'est pas prête au combat, et si nous y allons, nous aurons avec nous les Tchèques et les Russes. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. On a fait l'erreur en 1936 de ne pas attaquer lorsque la Rhénanie a été remilitarisée, et bien maintenant il faut y aller. Et donc Kérillis avait raison. D'un point de vue stratégique, c'est en 1938 qu'il fallait attaquer Hitler. Et on avait un motif légitime pour cela. Et j'aimerais vous citer un petit épisode, que dis-je, la fatigue, pardon. Un petit extrait d'un de ses livres, qui a été écrit en 1936, qui s'appelle « Français, voici la guerre ». Donc, il avertissait les Français de la guerre à venir contre les Boches. Que nous disait Kérillis à l'époque, pour situer le personnage. Pour ma part, je suis de ceux qui ne seront jamais complices de l'étranger, quel que soit le prétexte qu'ils choisissent, et même s'ils prétendaient vouloir seulement prévenir la révolution. Car je sais trop qu'une fois installés sur notre territoire, ils n'en partiraient pas sans nous avoir dépouillés. Je suis de ceux qui se battraient au besoin avec des communistes pour barrer la route aux Allemands. Je suis nationaliste, je le resterai jusqu'au bout. Pas d'internationale blanche quand je condamne l'internationale rouge. Pas de bourgeois de tous les pays, unissez-vous, quand je condamne le prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Pas de complicité avec Berlin quand je dénonce ceux qui en ont avec Moscou. Jamais le danger révolutionnaire ne me fera perdre de vue le danger allemand. Avant ma classe sociale, il y a la France. Avant le capitalisme, il y a la France. Avant notre régime politique, il y a la France. Avant toutes mes préférences idéologiques, il y a la France. Il faut que les Allemands sachent ce que pensent les nationalistes français. Il faut qu'ils sachent notre farouche résolution et notre foi dans la France éternelle. Il faut qu'ils sachent que la guerre déclenchée par eux, c'est la France qui, après de dures épreuves, la gagnera. Donc là, on situe le personnage. Et Kérillis avait aussi une phrase que j'aime beaucoup. Il disait « Je ne laisse pas le patriote qui est... Non, je ne laisse pas le bourgeois qui est en moi parler plus fort que le patriote. » Bon. Donc on voit un ennemi acharné du nazisme. Et un ennemi, j'ai envie de dire, précurseur, hein, puisqu'à l'époque, il était un peu tout seul, hélas. Hein. Et donc, Kérillis, anti-nazi, et quand les Allemands envahissent le territoire, il se dit « Oh là là, là ça va chauffer, là la Gestapo, elle va pas me faire de cadeaux. » Donc, il va aux États-Unis. Mais ce cher Kérillis, à ce moment-là, est un fervent gaulliste. Il est un fervent gaulliste puisque De Gaulle a continué le combat et que Kérillis n'était pas d'accord avec le fait qu'il faille faire un armistice. Un armistice, pardon. Autant pour moi. Donc Kérillis va aux États-Unis. Je pense qu'il a sauvé sa vie en faisant ça. Et il va rompre avec De Gaulle en 1943 quand il va se rendre compte que De Gaulle ne veut pas combattre militairement et qu'il fait de la politique. Hein, puisque là, je renvoie les gens à l'émission précédente, je ne vais pas me répéter. Et Kérillis va creuser son dossier De Gaulle, et comment va-t-il le creuser? Notamment parce que Churchill, à l'été 1943, va vouloir rompre avec De Gaulle, et il va faire un rapport, ses services ont fait un rapport dans lequel il met toutes ses relations avec De Gaulle et comment ça s'est passé depuis le début. Et il évoque que effectivement, le 16 juin, le général Spears a promis à De Gaulle de lui donner la nationalité britannique si jamais la France venait à perdre la guerre. Et ça, Kérillis nous le dit dans ce livre, De Gaulle dictateur, sorti en octobre 1945. Et que voulais-je dire là-dessus? Oui, chose importante, c'est que cet accord entre le général De Gaulle et le général Spears a été étendu à toutes les forces françaises libres de Gaulle. C'est-à-dire tout le monde allait devenir anglais. Je m'explique. Churchill et De Gaulle font un accord le 7 août 1940. Hein. Tout ceci est vérifiable. Hein. Allez vérifier le 7 août 1940, accord Churchill-De Gaulle. Et allez voir l'article 3, alinéa 5. Article 3, alinéa 5. Et cet article 3 nous dit notamment ceci. Le gouvernement de Sa Majesté est disposé à fournir à ses volontaires des facilités spéciales pour acquérir la nationalité britannique et se fera donner tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. Donc, monsieur qui m'avait répondu que c'était ridicule, allez lire l'accord du 7 août 1940. Hein, bon, voilà. Et aussi,
un petit scud sympatoche. Ma réponse, 2 points. Le général n'était pas nationaliste. J'émets de sérieux doutes sur la connaissance du gaullisme de M. Abosi. Car il suffit de lire le général de Gaulle qui disait, 2 points, nous sommes des nationaux, pas nationalistes. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Bouh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse phrase... Que Céline aime beaucoup sortir aussi. Oui, bah, elle n'est pas de De Gaulle. Hein. Ah. Elle n'est pas de De Gaulle, elle est de Romain Gary, L'éducation européenne. Quand j'ai lu ce livre, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a, je sais pas, 4, 5, 6 ans, j'ai vu cette phrase, je me suis dit, ça me rappelle un truc, ça. Et ensuite, c'est Alain Perfit, qui dans son bouquin C'était De Gaulle, l'a mis dans la bouche de De Gaulle, sachant que Perfit, il a fait dire un petit peu ce qu'il voulait à De Gaulle dans son bouquin. C'est ce que beaucoup de gens disent, alors il y a beaucoup de critiques sur ce... Il y a peut-être des choses justes, mais voilà. Donc je pense que Perfit a vu cette petite phrase en tête, il savait plus où il avait entendu. Bah, moi je dis, je vous le dis, ça vient de Romain Gary, hein, le roman L'éducation européenne, qui est un roman bien écrit, avec un beau style. Je suis pas un méga fan de Romain Gary, mais bon, c'est un beau style, voilà, c'est indéniable. Donc voilà, donc ma connaissance du gaullisme, je ne sais pas si je connais bien De Gaulle, en tout cas mon contradicteur ne connaît pas Romain Gary. Bref. Voilà. Voilà. Donc est-ce qu'on attaque écoute, voilà, c'était la petite réponse, on va dire, déjà, pour recadrer un peu ceux qui... Voilà, aussi, ce que je voulais dire, de tout bête, encore une fois, affirmer c'est bien, démontrer c'est mieux. Et il y a une phrase qui est, je crois que c'est le géographe grec Euclide, si je ne me trompe pas, qui avait donc cette phrase. Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Point. Voilà. Et aussi, la LVF, je ne l'ai pas beaucoup évoqué l'autre jour. Parce que là, il y a tellement de choses qui m'ont énervé. Ce qui me fatigue, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi. Qui est mêlée de l'arrogance en plus, très souvent. La LVF, je le regrette, était une association de loi 1901. Ça peut ne pas plaire, mais c'est comme ça. C'était une association de loi 1900 dans laquelle Vichy n'avait rien à voir, dans laquelle Pétain n'avait rien à voir. Un ministre collabo, Benoît Méchain, a voulu récupérer le truc au nom du gouvernement français, mais le projet n'est pas allé au bout. Ensuite, ces gens de la LVF ont été incorporés dans la fameuse division Charlemagne, SS. Ce faisant, il faut le dire, ils se sont déshonorés, parce que quand on est français, on ne combat pas avec un uniforme étranger, par définition, et on ne combat pas dans un uniforme étranger, a fortiori, contre quelqu'un qui combat le pays qui nous a servi. Bon, et d'ailleurs, le général Végan le dit mieux que moi au procès Pétain. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dessus. Mais voilà, encore une fois, la LVF n'a rien à voir avec Pétain. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc les faits sont les faits. Autre chose, on me dit, mais Pétain est parti continuer la guerre à Sigmaringen avec les Allemands. Pétain s'est fait enlever par les Allemands. Les Allemands lui ont mis la pression. Et si les gens n'ont pas foi en ma parole, eh bien qu'ils aillent lire ce livre, La fin du régime de Vichy, de M. Walter Stucky. Walter Stucky n'était pas un collabo. Walter Stucky était le ministre suisse à l'époque des faits. Et il raconte la fin donc, du régime de Vichy et comment les Allemands ont mis la pression à Pétain. Et Pétain, longtemps, a songé à ce que sa garde personnelle attaque les Boches ou contre-attaque si jamais on essaie de l'enlever. Mais au final, il a cédé et il a dit « je vais pas faire buter des femmes et des enfants pour ma gloire personnelle, donc je me laisse enlever », entre guillemets. Et c'est là que le régime de Vichy est mort et qu'il y a eu un vide juridique. Autre chose que j'ai oublié de dire sur mes contradicteurs, qui nous disent que nous avons cité des auteurs révisionnistes et anti-gaullistes. Alors, on a le droit d'être anti-gaulliste. Révisionniste, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, les premiers révisionnistes, historiquement, c'est les Dreyfusards. Hein, donc, il faut revoir vos classiques, messieurs. Hein. On appelait aussi Boulanger révisionniste parce qu'il voulait réviser la constitution de la Troisième République. Donc vous voyez, bon bref. Parce que je me serais basé sur des auteurs et sur des références révisionnistes anti-gaullistes. Alors, qui j'ai cité Voilà, tu vas revenir là-dessus un peu. Général Picandard, résistant. Général Lafargue, résistant. Colonel Groussard, résistant. Xavier de Bourbon-Parme, résistant. Lucien Galimont, résistant. Lemaigre du Breuil, résistant. Vice-amiral Muselier, résistant. André Girard d'Icarte, résistant. Jean-Raymond Tournoux, résistant. Charles Barès, résistant. Abbé Desgranges, résistant. J'aurais pu citer aussi le colonel Rémy, résistant. Donc, là encore une fois, la mauvaise foi, c'est fatigant.
c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Et tout ça pourquoi ? Parce que, étant incapable de nous contredire sur le terrain de la réalité, de la vérité historique, eh bien mes contradicteurs, quels qu'ils soient, n'ont qu'un seul recours, qui est le mensonge, la calomnie, l'omission, etc. Chacun jugera de la dignité de ces méthodes, qui en disent long d'ailleurs sur ceux qui en usent. Au moins, voilà, parce que ceux qui ont porté, voilà, il y a eu beaucoup d'attaques à Dominem, oui, c'est des pétinistes, il est d'extrême droite, etc. Ça, c'est choquant, ça. Voilà. Ça, c'est vraiment choquant, ça. Ça, c'est vraiment... Mais personne ne s'est attaqué aux faits, et voilà. Là, Les faits. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux ? Point. C'est tout. Et je vais vous dire, premièrement, si ce que je dis est vrai, eh ben, moralement, on ne peut pas me critiquer de dire la vérité. Si ce que je dis est faux, eh ben, je me suis trompé, et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave, on a le droit de se tromper dans la vie quand même. Enfin, je crois, hein, je peux me tromper. Mais il me semble. Bon. Donc voilà. Voilà, donc si tu veux qu'on attaque... écoute, attaquons, alors justement, on a décidé de... On commence par le lourd. Voilà, commence par nous expliquer le lourd, commençons, voilà, on me dit les faits justement, oui. Bah les faits, allez voir la première conférence. Hein. Ouais. Voilà. Maintenant, on va peut-être aborder la question juive. Ah, ben abordons-la, parce que ça, on l'a beaucoup reproché. Alors, c'est dans les deux sens. Hein. À la fois, il y a des gens qui l'ont reproché en me disant oui, mais il a fait exprès d'occulter cette question pour pas rentrer dans les dossiers noirs. Et il y en a d'autres au contraire qui s'en sont félicités. Ils m'ont dit c'est la première fois on fait une émission de 3 heures sur la Seconde Guerre mondiale sans parler de juifs. Le problème, c'est que je travaille. Donc, je serais bien resté jusqu'à 2h du matin, mais le oui, problème, c'est que je suis pas le lendemain. Tu vois. 10 heures d'émission. Donc voilà. Heureusement, Méta TV a le bon goût de me réinviter. Sachant que la question juive, j'avais fait une émission pour l'agence Info Libre, je crois une dizaine de jours avant, dans laquelle j'avais déjà pas mal traité le sujet, en revenant sur la polémique Zemmour-Salamé. Mais à l'époque, j'avais oublié de dire des choses, donc là c'est bien, je vais pouvoir la compléter. La compléter. Donc déjà, un chiffre. Il faut savoir que de tous les pays d'Europe, la France est le pays dans lequel le taux de survie des juifs est le plus élevé, et ce, de très loin. De très loin. 75% des juifs en France ont survécu, et quand on gratte derrière ce chiffre, de quoi s'aperçoit-on ? Que plus de 95% des juifs français ont survécu, et que en somme, c'est 58% des juifs étrangers ont survécu. Donc les juifs qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient en France, sont quasi totalement des juifs étrangers. Les juifs français ont quasiment tous survécu. Pour savoir pourquoi, je renvoie à la vidéo que j'ai faite pour l'agence Info Libre pour voir toutes les mesures de protection qu'ont prises Pétain et Laval pour éviter que les juifs français se fassent déporter. Mais il y a des éléments que j'ai oublié de dire à l'époque. Par exemple, on parle très souvent de l'étoile jaune, mais bizarrement, on ne dit jamais que Pétain, Darlan et Laval se sont toujours opposés au port de l'étoile jaune en zone libre. L'étoile jaune n'a pas été portée en zone libre, et ce, parce que Pétain, Laval et Darlan s'y sont opposés. On peut quand même le rappeler. Je le dis notamment à ce monsieur, Robert Paxton, qui nous dit qu'en gros, Vichy n'a servi strictement à rien en termes de protection. Bah écoutez, s'il n'y avait pas eu Vichy, l'étoile jaune aurait été portée, et on peut supposer que les déportations ou les problèmes pour les populations juives de l'époque auraient été encore plus grands. Alors maintenant, peut-être un mot sur le fameux statut des Juifs. Pourquoi l'a-t-on fait, ce statut des Juifs, à la base ? Il est vrai que le régime de Pétain était extrêmement anti-maçonnique, et l'une des premières lois que le gouvernement a pris, c'est l'interdiction de la franc-maçonnerie. Ce qui n'est pas bien, hein, c'est très mal. Mais pourquoi a-t-on pris ce décret contre ce décret qui a créé, c'était une loi d'ailleurs, ce statut des Juifs? Eh bien, M. Paul Baudouin, 9 mois au gouvernement, nous l'explique. Paul Baudouin, qui était-il? C'était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Reynaud, que Pétain a maintenu dans les gouvernements qui ont suivi. Et donc, ce livre est très intéressant, c'est un document historique extrêmement intéressant, puisque le ministre Paul Baudouin tient son journal.
Et il explique, tel jour on a fait ceci, tel jour on a fait cela, tel jour au Conseil des ministres on a parlé de ceci, de cela. Les Allemands font connaître aux Français, enfin disent aux Français que, font savoir aux Français, devrais-je dire, que ils vont prendre des ordonnances contre les populations juives de zones occupées. Ça, c'est début septembre. Bon. 10 septembre. Donc là, compte rendu de Paul Baudouin. Au Conseil des ministres, le problème juif est examiné pour la première fois. Les Allemands le soulèvent en territoire occupé. Une lettre du général de la Laurencie nous indique les mesures qu'ils viennent de prendre. En particulier, ils interdisent tout retour des Juifs dans la France occupée. Des décisions beaucoup plus graves sont à craindre à bref délai. Il devient de plus en plus évident que malgré la répugnance de la presque unanimité du Conseil, et Laval est l'un des plus opposés à des mesures anti-juives, si nous continuons à nous abstenir de toute intervention dans cette question, les Allemands vont prendre en zone occupée des décisions brutales, peut-être même étendre purement et simplement à la France occupée l'application de leur loi raciale. 30 septembre, que nous dit-il ? Le cabinet de 17h à 19h est consacré à l'étude du statut des Juifs, qui doit être discuté au Conseil des ministres de demain. Il est maintenant évident que le seul moyen d'empêcher l'application par les Allemands en zone occupée de mesures draconiennes anti-juives est d'édicter un certain nombre de mesures beaucoup plus modérées et conçues dans un autre esprit qui seront applicables à toute la France. Le statut préparé par Alibert est sévère, beaucoup trop sévère. Ce que les gens ont compris ce que je viens de dire, c'est que le gouvernement a voulu court-circuiter, en quelque sorte, les Allemands qui mettaient en place des ordonnances anti-juives extrêmement brutales. Voilà. Alors, parmi les éléments aussi dont j'ai pas pu parler, dont j'ai oublié de parler chez vous... Ah, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Parce que dans le reste de l'Europe, il y a eu apparemment une épuration justement beaucoup plus forte. Ça veut dire que ces mesures-là, elles ont été appliquées, les mesures des Allemands, c'est ça Les Allemands ont appliqué certaines de leurs ordonnances en zone occupée. En zone occupée. En zone occupée. Voilà, donc, au début, le gouvernement de Vichy ne s'intéresse pas à la question juive, mais les Allemands mettent la pression. Et donc, pour court-circuiter et limiter la casse, ils se proposent le fameux statut des Juifs. D'accord. Et d'ailleurs, Xavier Vallat, qui sera le secrétaire du commissariat à la question juive, demandera, au cours de l'année 1941, à ce que les Allemands cessent d'appliquer leurs ordonnances, puisque maintenant, il y a une législation française sur la question. Il ne sera pas écouté, hélas. Restons un instant sur Xavier Vallat. Xavier Vallat se revendiquait comme étant antisémite. D'ailleurs, il disait aux nazis, parce qu'il était plus âgé qu'eux, moi je suis antisémite depuis plus longtemps que vous. Mais il ne faut pas se tromper sur le sens des mots. Xavier Vallat, en réalité, était un catholique anti-judaïque. Et il avait une vision thomiste de l'anti-judaïsme. C'est-à-dire que on ne touche pas aux juifs en tant que personne. En tant que personne, on doit s'opposer aux persécutions qu'ils peuvent potentiellement subir. Je rappelle qu'en France, les papes d'Avignon ont protégé les juifs. C'est ce qu'on appelle les juifs du pape. Donc Xavier Vallat était dans cette logique-là. En revanche, et d'un point de vue théologique et intellectuel, il y a une incompatibilité entre nos deux dogmes, et là, nous nous opposons à l'influence potentielle de la religion judaïque. Donc, on ne touche pas aux personnes, on respecte les personnes et on les défend si jamais elles sont attaquées, mais en revanche, nous sommes opposés théologiquement. Voilà. Et donc, Xavier Vallat, qui avant tout était anti-Bosch, a été nommé à la tête du secrétariat pour les questions... le commissariat à la question juive, je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais. C'est Abetz, l'ambassadeur allemand en France, qui avait imposé à Vichy de créer ce commissariat, qu'on aurait préféré, bien entendu, ne jamais voir en France. Mais le problème, c'est que nous avions un couteau sous la gorge et on ne faisait pas ce qu'on voulait. Comment ce fameux collabo antisémite a-t-il géré ce commissariat à la question juive? Il y avait d'authentiques collabos et d'authentiques antisémites dans cette administration, faut pas le nier. Hein. Les Bosch avaient imposé des mecs à leur solde. Et notamment un certain capitaine Sézille, qui était secrétaire général. Que disait-il dans ses rapports au Bosch? Rapport du 11 décembre 1941. Jusqu'à ce jour, M. Vallat, loin de donner à la question juive son véritable esprit, a au contraire fait tout ce qu'il a pu pour que cette question juive reste inopérante. Rapport du 12 décembre. Vallat a prouvé par la longue activité,
par la longue activité qu'il a manifesté jusqu'à présent, qu'il n'avait pas sérieusement l'intention de réaliser une arianisation réelle et effective. D'ailleurs, on pouvait difficilement attendre cela de lui en raison de ses sentiments anti-allemands. Rapport du 15 décembre 1941. Ces rapports manifestent une attitude tellement provocante chez Valla à l'égard des ordonnances allemandes que Valla, comme commissaire aux Juifs, ne devrait plus guère être toléré pour le prestige allemand. Et que s'est-il passé? Les Allemands ont imposé à ce que Valla soit destitué et qu'on mette une autre personne à sa place. Et qui a-t-on mis à sa place? Le funeste Darquier de Pellepoix, qui lui était un authentique antisémite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Pétain le croisait publiquement, que le disait-il? On a des témoins là-dessus. J'entends beaucoup trop parler de vous, monsieur le tortionnaire. J'entends beaucoup trop parler de vous, monsieur le tortionnaire. Parce que Pétain savait avoir, entre guillemets, un humour très froid. Hein. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, rappelez-vous ceux qui ont vu notre première émission, la France combattante était pétainiste. Darlan relance l'armée d'Afrique contre l'Axe. Et cette armée d'Afrique, elle n'était pas gaulliste, elle était anti-gaulliste, notamment à cause de Marcel Kébir. Et De Gaulle n'aurait jamais pu relancer cette armée lui-même contre les forces de l'Axe. Donc ça, c'est grâce à Darlan, Weygand et Pétain que donc, cette armée d'Afrique a pu recombattre contre l'Allemagne. Darlan, pendant donc un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi même, va être au pouvoir, au nom du maréchal empêché. Et il va continuer la guerre contre les Boches au nom du maréchal empêché. Et Darlan va établir une circulaire du 5 décembre 1942, et ça, on en parle dans l'histoire de la libération de M. Robert Harron, qui n'est pas un auteur révisionniste, je sais pas quoi, blablabla. M. Robert Harron, hein, allez voir sa petite fiche Wikipédia pour avoir une petite idée de qui c'est. Donc M. Robert Harron nous évoque que Darlan fait faire une circulaire donc, du 5 décembre 1942 de réintégration progressive des Juifs dans la communauté nationale. C'est-à-dire que on atténue progressivement jusqu'à le faire disparaître, ce fameux statut des Juifs. Voilà. Enfin, je l'ai cité dans ma vidéo à l'Agence Info Libre, mais je l'évoque brièvement, le pasteur Brogner, qui a été un juste parmi les nations, donc qui a sauvé des populations juives pendant l'occupation. Ce pasteur Brogner est venu témoigner en faveur de Pétain au procès Pétain. Enfin, à l'époque, je pense que le procureur qui l'a fait venir ne savait pas qui viendrait prendre la défense de Pétain. Je pense que là, il y a eu une petite ruse du bon Dieu. Le pasteur Brogner raconte qu'il est allé voir Pétain à diverses reprises à Vichy pour lui évoquer les persécutions dont les Juifs étaient victimes et pour lui évoquer les malheurs de ces populations. Et que nous dit-il? Il nous dit que Pétain était désespéré de cela, mais qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Et il ajoute, Pétain a dit que ces personnes devraient être indemnisées à la fin de la guerre. Voilà. Donc, résumons. Quasiment la totalité des Juifs français ont survécu. Pour savoir pourquoi, il y a eu une disparité entre le nombre de morts entre les Juifs français et les Juifs étrangers qui étaient en France. Pardon, je renvoie la concurrence. J'invite les gens à aller voir ma vidéo à l'agence faite devant vos collègues de l'agence Info Libre. La France a tout fait pour limiter la casse, et s'il n'y avait pas eu Pétain et Laval, malgré les éléments collabos que les Allemands avaient institués dans les institutions françaises, s'il n'y avait pas eu Pétain et Laval, eh bien, très certainement, le sort des populations juives aurait été beaucoup plus catastrophique. Et, je me permets de citer M. Raoul Hilberg, premier historien, enfin non, c'est l'un des historiens, c'est un des premiers à avoir traité de la question du génocide juif, avec notamment Léon Poliakov. Que nous dit-il dans son livre La destruction des Juifs? Alors, messieurs les gaullistes, c'est pas un livre révisionniste, monsieur Raoul Hilberg. Que nous dit-il? Je demande à ceux qui nous écoutent d'être un peu attentifs. Dans ses réactions aux pressions allemandes, le gouvernement de Vichy tenta de maintenir le processus de destruction à l'intérieur de certaines limites. Celles-ci eurent essentiellement pour objet de retarder l'évolution du processus dans son ensemble. Les autorités françaises cherchèrent à éviter toute action radicale. Elles reculèrent devant l'adoption de mesures sans précédent dans l'histoire.
Quand la pression allemande s'intensifia en 1942, le gouvernement de Vichy se retrancha derrière une seconde ligne de défense. Les juifs étrangers et les immigrants furent abandonnés à leur sort, et l'on s'efforça de protéger les juifs nationaux. Dans une certaine mesure, cette stratégie réussit. En renonçant à épargner une fraction, on sauva une grande partie de la totalité. Donc, si on attribue aux mots leur sens, Raoul Hilberg nous dit que le gouvernement de l'époque a sauvé une grande partie des juifs. On va dire qu'on essaie de sauver limiter la casse, quoi. Je précise que De Gaulle, lui, fatalement, il n'a pas pu en sauver beaucoup. Hein, bon, voilà. Et s'il y avait personne, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait personne qui était resté sur place, on n'aurait pas pu le faire. Et ça, c'est aussi un petit scud envoyé à M. Paxton, qui nous dit que sur la question juive, Vichy n'a rien pu faire. Et, continuons sur M. Paxton. Paxton a réagi au passage de Zemmour chez Ruquier, dans lequel il a dit, Zemmour dit n'importe quoi, il se fonde sur Poliakov et Raoul Hilberg, mais c'est des livres qui datent, et depuis, ils ont revu leur position. Mensonge total. Léon Poliakov et Raoul Hilberg ont fait de nouvelles éditions de leurs livres respectifs, Bréviaire de la haine et La destruction des Juifs d'Europe. La dernière édition de La destruction des Juifs d'Europe date de 2006, monsieur Paxton. Hein, eh bien, ils ont maintenu leur conclusion. Donc Paxton a ouvertement menti. Il a ouvertement menti. Et d'ailleurs, il faut s'interroger sur... d'où sort ce type, quoi. D'où tu sors, Paxton? D'où tu sors? Qui t'envoie? Parce qu'au bout d'un moment, là, il faut se poser des questions. Une telle entreprise de calomnie contre notre pays, je ne peux pas croire que cela tombe du ciel. Hein. Bref. Donc voilà pour la question juive, sauf si tu as des questions. C'est-à-dire que là, finalement, donc... tout le monde, depuis longtemps, on pense que ce régime-là était antisémite, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Finalement, pour résumer, ils ont un peu fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de limiter la casse et de ne pas envoyer tout le monde... Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une biographie qui est sortie sur Pétain il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas lu encore, j'ai pas eu le temps, mais j'ai lu quelques petits extraits. Et l'historienne qui a fait ça a un chapitre qui s'appelle Pétain antisémite. Et elle commence son chapitre en nous disant « On n'a jamais trouvé de phrase antisémite publique et privée dans la bouche de Pétain. » Donc c'est quand même bizarre qu'on qualifie quelqu'un d'antisémite alors qu'on n'a aucune preuve. Alors évidemment, il y a le statut des Juifs. Ah bah c'est ce que ressort, voilà, Léa Salamé, le statut des Juifs. Mais là, tu viens de démontrer que c'était plus compliqué que ça. Et sincèrement, si on avait pu l'éviter, évidemment qu'il ne fallait pas le faire. Évidemment, nous condamnons cette loi dans l'absolu. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dans l'absolu. Et la question qui était posée, c'est pas une situation normale ou le statut des Juifs. C'était où on prend les choses en main, où on laisse les nazis faire. Les Polonais s'en souviennent des méthodes nazies. Rappelons que 20% de la population polonaise a disparu. Et ce n'était pas des morts militaires. 20% de la population polonaise a été exterminée. Bon, voilà. À ceux qui nous disent qu'il ne fallait pas d'administration, enfin qu'une administration directe des Allemands était préférable, non mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein.